À la une, incident diplomatique au 5e jour de la convention de Carthagène. Aujourd'hui, des membres du collectif des 500 frères ont interrompu les travaux pour interpeller la ministre Ségolène Royal. De nombreux représentants des pays participants choqués se sont empressés de quitter la Guyane. La plupart des détenus en prison en Guyane sont étrangers. Un constat qui a poussé les 500 frères contre la délinquance et trop de violence à manifester tôt ce matin devant plusieurs consulats. 2 camions ont bloqué l'avenue Léopold-Hédère pour réclamer une révision des accords d'extradition. Et puis, il y aura tout de même du sport dans votre journal avec Kenya Oyufat. La jeune Guyanaise évolue en Guadeloupe dans le domaine du golf. Elle a même été sacrée championne de l'archipel pour la 2e année consécutive. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. La visite de la ministre de l'Environnement aura décidément suscité de nombreux remous. Après l'action des socioprofessionnels hier, ce matin, le collectif des 500 frères a surpris les travaux de la convention de Carthagène, une matinée de travail à laquelle participait Ségolène Royal. Les hommes encagoulés se sont introduits dans la salle de délibération de la CTG ont interpellé la ministre, provoquant par là même le départ de plusieurs délégations étrangères. Reportage. L'irruption d'une quarantaine de membres des 500 frères en début de séance a provoqué la panique parmi les 25 représentants des États membres de la Caraïbe. Les 500 frères sont venus directement s'adresser à Ségolène Royal, qui présidait la COP de la conférence de Carthagène. Ils ont réclamé plus de moyens pour la sécurité et l'extradition des prisonniers étrangers. La méthode employée par le collectif a été condamnée. C'était déplorable dans l'action, dans la forme, dans le fond, puisque j'avais souhaité que cette journée soit accordée aux invités prestigieux de Madame la Ministre. Nous avions des délégations de toute la Caraïbe, l'ambassadrice des États-Unis, le délégué de Barbade. Ils ont pensé qu'on avait un acte de terrorisme, quoi. Bon, ceux qui partiront, malheureusement, ont déjà signifié leur départ pour ce soir. Et puis les autres, ils doivent rester encore 24 heures en Guyane. Donc on fera tout pour faire comprendre que c'est vrai, il y a un malaise, il y a une insécurité, il y a une criminalité. Mais la méthode. Après cet événement, plusieurs représentants de délégations ont quitté la salle. Le président de la CTG s'est également absenté pour tenter de les rassurer et éviter l'incident diplomatique. Dans l'hémicycle, les travaux de cette COP pour la protection du milieu marin se sont poursuivis. Les États membres sont parvenus à une déclaration commune. La France les a poussés à faire en sorte qu'on passe maintenant aux actes sur des initiatives très précises comme la création des aires marines protégées, l'interdiction des sacs plastiques, les aires marines éducatives, la lutte contre les pollutions qui sont rejetées dans la mer, l'éducation à la biodiversité pour que les gens aient conscience de la richesse de cette biodiversité et comprennent pourquoi on leur demande de réduire les pollutions. Cette 14e COP de la Convention de Carthagène restera dans les mémoires. Bien plus tôt dans la matinée, les hommes en noir encagoulés s'étaient rassemblés devant les consulats du Suriname, du Guyana et d'Haïti à Cayenne. Objectif cette fois, dénoncer un manque de coopération entre ces pays et la France en matière notamment d'extradition des ressortissants criminels. Manière aussi de faire écho à la mobilisation des socio-professionnels la veille. Les collectifs des 500 frères contre la délinquance et trop violence ont formé un barrage sur l'avenue Léopold-Hédère dès 5 heures. Retour sur leur action avec Ayoudélie Germain. Prise en sandwich entre 2 équipes dites de soutien et d'appui, les 500 frères fustigent cette débauche de moyens. Des agents armés, matraques et boucliers, gilets pare-balles et masques à gaz. Regardez, filmez, ils sont armés jusqu'au bout. Nous, on n'a rien. On a juste la bouche, les paroles. Et voilà ce qui nous arrive. La population, s'il vous plaît, levez-vous et venez nombreux, s'il vous plaît. Un appel suivi presque immédiatement par les badauds qui ont été témoins de la scène dès le début. Certains se sont même organisés pour ravitailler les 500 frères en boissons et en nourriture. Pour ces 2 manifestantes, le mouvement défend les intérêts de tous les Guyanais. On est bien conscient du monde dans lequel on vit. Il suffit de regarder autour de nous. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait un fait divers dans le France-Guyane, sans qu'il y ait un mort, sans qu'il y ait un braqué. Ils font pas ça pour eux, ils font ça pour nous. Je pense qu'on est parents, on a envie de laisser un monde meilleur à nos enfants. Moi, je suis infirmière libérale. Tous les matins, je mets ma vie en danger pour aller soigner mes patients. Et moi, j'ai envie de travailler dans un contexte de sécurité. Tout commence ce matin aux environs de 9 h. De part et d'autre de cette section de l'avenue Léopold-Hédère, des poids lourds bloquent l'accès, enfermant le consulat du Suriname et de la République dominicaine dans l'étau des revendications des 500 frères, mettre fin à la délinquance qui provient d'au-delà des frontières guyanaises. Nous ne sommes pas racistes. On veut que les prisonniers
de ces pays-là partent pour qu'il y ait de la place pour nos Guyanais, nos Français, pour qu'ils puissent rentrer en prison. Dans les 500 frères, il y a toutes les nationalités. Dominicains, Gersoniens, Surinamiens, donc Haïtiens. Toutes les nationalités sont là. On dit, ceux qui sont venus pour faire avancer le pays, d'accord. Mais tout le reste, qui viennent gâcher nos vies, gâcher nos familles, rentrez chez vous. Donc, nous demandons à ce que la haute autorité vienne en Guyane pour résorber et apporter les solutions. Voici, Monsieur Coelho, la discussion est terminée. La discussion est terminée. Merci. Venu à la rencontre des 500 frères, le secrétaire aux affaires régionales de la préfecture se dit ouvert à la discussion. On sait qu'il faut du temps pour certaines choses. On est ouvert, la porte est ouverte. Là on discute, non seulement on discute, mais on agit au niveau de la préfecture. Les choses ne se voient pas forcément. C'est sûr que le temps d'action, comme ça, quand on est face à des actions comme les actions de ce matin à la CTG, on perd du temps. Les discussions sont en cours pour savoir si oui ou non les consuls d'Haïti, du Suriname et du Guyana recevront les 500 frères. Et justement, une délégation des 500 frères et Trop Violence sont reçus actuellement par le consulat du Suriname. Ce soir, nous aurons bien sûr plus de précisions dans nos prochaines éditions. Parmi les rendez-vous fixés à l'agenda bousculé de la ministre de l'Environnement, la signature du pacte d'avenir et du décret de la programmation pluriannuelle de l'énergie à la CTG aujourd'hui. On écoute à ce propos Rodolphe Alexandre et Ségolène Royal, interrogés par Natacha Maltaverne. La grande résultante pour nous, c'est aujourd'hui d'arriver au transfert de la centrale thermique de Dégradé-Cannes qui est devenue obsolète et vétuste, et donc de s'orienter vers un nouveau terrain d'assiette, si possible, du côté donc, du Larivot. C'est 400 millions qui vont être tout de suite investis sur le territoire de la Guyane. Ce sont les 3 centrales de biomasse. La première, celle de Saint-Georges-de-l'Oyapock avec la Bio10. La deuxième sur Montsinéry-Tonnegrande et la troisième sur Cacao. Donc ça signifie que nous sommes partis sur les 40 mégas qui ont été donc signalés ici sur ce rapport de la PPE. S'il fallait retenir un chiffre, cette programmation de l'énergie, c'est-à-dire le modèle énergétique dont se dote aujourd'hui la Guyane, prévoit le passage de 64% d'énergie renouvelable, qui est déjà d'ailleurs un niveau très élevé grâce au barrage de Petit-Saut, à 84% d'énergie renouvelable en 2023 et l'autonomie énergétique totale en 2030. C'est dire le montant des investissements qu'il va falloir réaliser. Et pour faciliter ces investissements, je vous annonce que le tarif de rachat du photovoltaïque va augmenter de 35%. Autre point très important de cette PPE, c'est l'électrification des communes de l'intérieur. On a mobilisé les contributions du gestionnaire de réseau, EDF Système Électrique, vous venez de dire, aux investissements dans les communes de l'intérieur, avec une maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution d'électricité, au-delà de la part déjà financée par le Fonds d'électrification rurale. Et surtout est prévue la mise en place d'un unique syndicat mixte d'électrification en Guyane pour structurer la gestion des aides du Fonds d'électrification rurale et pour que ces aides arrivent plus rapidement. Et notez que Ségolène Royal ne sera pas présente pour l'inauguration du pont de l'Oyapock demain. La ministre de l'Environnement a quitté la Guyane ce soir, évoquant l'absence de son homologue brésilien pour l'événement. La ministre a déjà repris l'avion pour Paris cet après-midi. Et un autre mouvement guette la Guyane. Souvenez-vous, un préavis de grève pour lundi a été remis par l'UTG Éclairage. Justement, notre invité ce soir est le directeur d'EDF, Augusto Suarez-Reis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer ce mouvement social, on le disait, Ségolène Royal a signé le décret d'application, on va dire comme ça, pour la programmation pluriannuelle de l'énergie en fin de matinée, document stratégique qui couvre les périodes de 2016-2018 puis 2019-2023 avec toujours un objectif d'autonomie d'ici 2030. Êtes-vous satisfait du document ? Alors je crois que la PPE est déjà une excellente chose pour la Guyane. Alors ce serait évidemment très long de détailler tout son contenu. Le président l'a évoqué, la CTG l'a évoqué tout à l'heure, la ministre aussi. Je retiendrai pour ma part 3 points majeurs dans cette PPE. La première, c'est la décision de renouveler la capacité de production sur l'île de Cayenne avec la construction d'une nouvelle centrale thermique sur l'île de Cayenne. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la sécurité énergétique du territoire. Et ça permet d'engager, du reste, un investissement majeur de 400 millions d'euros qui avait été annoncé, si vous vous en souvenez, par notre président Jean-Bernard Lévy lors de son passage en Guyane.
Le deuxième point, qui n'a pas été cité tout à l'heure, c'est la construction de nouvelles capacités de production dans l'Ouest pour accompagner le développement et sécuriser la desserte en électricité de cette partie du territoire. Et le troisième point majeur, c'est un engagement résolu dans les communes de l'intérieur pour renforcer l'accès à l'électricité et puis renforcer également les énergies renouvelables dans les communes de l'intérieur. Donc au global, c'est une PPE ambitieuse qui permet en fait à la Guyane de conforter un leadership qui a été rappelé par Madame la Ministre, puisque nous avons un taux d'ENR qui est simplement le record de France. Parlons maintenant du syndicat UTG Éclairage, que nous avons bien sûr souvent entendu dans les médias. Et vous, beaucoup moins en tout cas, ils ont souvent souligné une absence de concertation pour adapter les décisions, en tout cas ce qui est prévu par la PPE, adapté à la Guyane, notamment parce qu'ils sont sur le terrain. Comment justifiez-vous qu'il n'y ait pas eu suffisamment de dialogue avec les employés ? Alors, la concertation et tout le processus de la PPE était placé sous l'égide, et il est toujours du reste placé sous l'égide de l'État et de la CTG. Nous sommes à EDF, je ne suis qu'un contributeur parmi bien d'autres. Les syndicats ont été associés, l'ADEME a été associé, les communes ont été associées. Donc tout ça, je ne sais pas vous expliquer exactement ce qui justifie cette appréciation de l'UTG, mais pour ma part, j'ai assisté à des réunions où il y avait effectivement de la concertation et des participations. Alors vous commenciez à en parler tout à l'heure, la PPE doit permettre de sécuriser, renforcer l'approvisionnement énergétique pour la Guyane. La question de l'interconnexion des réseaux avec l'intérieur notamment est souvent évoquée pour éviter d'utiliser trop de groupes électrogènes, notamment dans les communes éloignées comme Maripasoula. Pourquoi ne pas l'avoir inséré dans le texte ? Vous savez, l'interconnexion, il faut s'imaginer ce que ça donne en termes de dimension. Chacun imagine et voit bien, très bien la route qui nous sépare entre le littoral et puis Maripasoula. Pour autant, il y a vraiment des études qui sont prévues dans la PPE d'interconnexion, notamment dans l'Est. Il y a aussi entre Maripasoula et Papaïcheton une interconnexion qui est en chantier. Tout dépend de l'horizon qu'on se fixe. Lorsqu'on veut tout faire d'ici 2030, on est juste en absence de réalisme. Selon vous, ce serait beaucoup plus loin, il faut voir plus loin que 2030. C'est-à-dire que la PPE est prévue sur le papier comme ça, mais il faut voir plus loin. L'histoire de l'électricité et de l'énergie ne s'arrête jamais. Elle va continuer bien au-delà de l'horizon de l'actuelle PPE. Il faudra sans arrêt se reposer de bonnes questions. Alors, Monsieur Suarez-dos-Reis, un premier préavis de grève était donc lancé pour le 27 février. Les négociations ont tourné court. Aujourd'hui encore, vous ne parvenez pas à trouver un terrain d'entente avec les syndicats. Et donc, on a ce nouveau préavis de grève pour lundi. Quel est votre son de cloche? Qu'est-ce qui ne va pas dans ces échanges avec les syndicats? Alors d'abord, effectivement, c'est un peu paradoxal. Au moment où l'entreprise EDF dans son ensemble devait se réjouir de cette excellente nouvelle de la PPE et tout ce qu'elle comporte, notamment un champ ouvert sur une nouvelle page de l'électricité sur le territoire et des investissements majeurs qu'on entend conduire au service du territoire et de nos clients, eh bien au contraire, nous serons en train de traverser peut-être des turbulences sociales la semaine prochaine. Alors, au cours des négociations, l'UTG m'a fait part d'un certain nombre d'inquiétudes sur des points, un certain nombre de thèmes comme l'emploi, la baisse des investissements ou aussi les conditions de travail, par exemple. Soyons très clairs, sur l'emploi, nous avons un accord d'entreprise qui garantit le maintien des effectifs sur les prochaines années. Il n'y a pas de sujet autour de ça. Parce qu'il y avait effectivement des craintes sur des suppressions d'emplois avec les investissements. Mais je le dis, nous avons un maintien des emplois sur les prochaines années. Et ça, il faut s'en réjouir. Et nous allons continuer à recruter, comme nous l'avons fait, puisqu'au cours des 4 dernières années, nous avons recruté 65 jeunes Guyanais qui sont rentrés dans l'entreprise EDF. Sur la question de la baisse des investissements, je vous avoue mon étonnement, parce qu'en réalité, les investissements vont être extrêmement augmentés. Je vous parlais d'1,5 milliard d'euros autour des projets annoncés par notre président à l'occasion de sa venue. Donc on est pour le moins, on n'est même pas sur un maintien, on est sur une très forte hausse de notre engagement en matière d'investissement sur le territoire. On n'a pas connu ça depuis Petit Saut. Et puis sur les conditions de travail, c'est vrai qu'il y a des sujets à régler. On en a discuté toute la semaine. Je veux juste vous dire... Mais pas d'accord finalement. Sur ce point-là, je veux juste vous dire l'attachement que nous avons à EDF de faire en sorte que toutes les questions sur l'amélioration des conditions de travail puissent être instruites et traitées. C'est l'engagement que j'ai pris cette semaine auprès de la délégation de l'UTG. Donc qu'est-ce qui va changer? La délégation de l'UTG justement évoquait des difficultés dans l'intérieur du territoire, sur le terrain, c'est-à-dire le travail dans l'intérieur du territoire est beaucoup plus compliqué, des conditions difficiles. Et elle semble dire que vous n'entendez pas les revendications. Sont-elles infondées pour vous ou alors comment comptez-vous les régler?
Non, ces sujets sur, par exemple, les conditions de travail des salariés qui sont présents sur les communes de l'intérieur ou s'y rendent, parce qu'il y a une partie de nos équipes qui viennent du littoral vers les communes de l'intérieur. C'est une préoccupation constante. Vous savez, on a rebâti ensemble, avec l'ensemble des équipes, un projet stratégique il y a quelques années pour dire ce que nous souhaitions faire d'ici 2020. Et ce sujet-là est au cœur de nos actions stratégiques. Simplement, il faut comprendre que les choses prennent peut-être un peu plus de temps que ce que les uns et les autres peuvent imaginer pour être réglés, parce que chacun imagine que dans les communes de l'intérieur, effectivement, les choses ne sont pas forcément faciles à mettre en œuvre. Mon engagement, je le redis sur la question des conditions de travail, c'est d'aller jusqu'au bout, en totale concertation avec l'ensemble des agents, jusqu'au bout de tous les points qui sont soulevés. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. D'accord. Mais il y aura grève lundi? Ou pour l'instant, vous n'en savez rien? On l'annonce. Je vous avoue que cet après-midi, j'étais avec la délégation UTG qui m'a fait part de la perspective d'entrer en grève lundi, ce qui est effectivement une perspective qui m'enchante guère, et je ne pense pas que le week-end change cette perspective. Donc vous ne répondrez pas tout de suite, en tout cas, à leurs revendications, si on comprend bien? Non, le processus continue. Nous allons continuer à discuter parce que chacune des parties prenantes a vocation à trouver une solution et nous épargner un mouvement. Simplement, il faut être tous autour de la table pour pouvoir discuter et continuer à avancer. Là, pour l'instant, on me dit que l'entrée en grève se fera lundi. Alors, on poursuit avec donc les compteurs numériques automatiques qui devraient bientôt être installés en Guyane. Alors, ces petits ordinateurs effectuent environ 80% quand même du travail d'un agent EDF, notamment les relevés de compteurs et puis d'autres gestes qui seront maintenant numérisés. Vous y êtes favorable? Vous savez, les compteurs numériques, ça fait partie de l'avenir du secteur de l'électricité. Et si partout dans le monde, on a cette nouvelle génération de compteurs qui sont déployés par les énergéticiens au service du territoire et des clients, c'est bien parce qu'ils apportent des avantages. Alors, beaucoup de collectivités les ont quand même refusés en France. On peut peut-être, si vous voulez, discuter 2 minutes ou présenter 2 minutes ces avantages, parce que dans le fond, en qualité d'entreprise de service, c'est avant tout le service au client qui m'intéresse. Et de ce point de vue-là, un compteur numérique, c'est des factures systématiquement exactes et précises, c'est moins de dérangement, on n'a plus besoin d'attendre un rendez-vous pour avoir une intervention d'un technicien clientèle chez soi. Certains vous diront qu'ils préféraient avoir quelqu'un face à eux. Peut-être, mais en tout cas c'est moins de dérangement. La majorité des clients trouvent que quand on fixe des rendez-vous pour intervenir chez eux, c'est quand même une contrainte avec laquelle ils se doivent de composer. C'est aussi en cas de panne sur le réseau, plutôt que d'appeler, nous sommes informés en direct et donc on agit plus vite pour la localisation et le dépannage, entre autres avantages, vous voyez. Et puis bien entendu, j'allais l'oublier parce que c'est important, c'est également un outil qui est essentiel pour construire les économies d'énergie et donc d'argent demain et aller encore plus vers la transition énergétique. Avant de se quitter, Augusto Suárez dos Reis, quand même on voit que les grèves se succèdent toujours au sein d'EDF et puis les conflits semblent plutôt s'envenimer, que s'améliorer, s'adoucir avec le temps. D'où vient cette rupture de la communication entre vous, la direction et notamment les syndicats? Écoutez, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes engagés dans un processus de transformation extrêmement important parce que l'avenir, la Guyane est un territoire en plein développement avec une très forte dynamique de développement. Et chacun des acteurs de ce territoire, dont nous faisons partie bien entendu, doit avoir conscience de cette dynamique à l'œuvre et s'adapter. Donc nous avons beaucoup de projets de transformation qui sont engagés dans à peu près tous les secteurs de l'entreprise. C'est vrai que tout projet de transformation suscite son lot d'inquiétudes, mais en qualité d'entreprise socialement responsable, nous allons faire en sorte que les choses se passent bien. Nous avons vocation à accompagner toutes les transformations au service de nos clients et du territoire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous suivrons bien sûr la suite des événements si grève il y a. Bonne soirée, merci d'avoir été avec nous. Augusto Suárez dos Reis. On poursuit tout de suite dans l'actualité. Ils ont préféré se taire jusqu'à aujourd'hui. Les socioprofessionnels ont rompu le silence lors d'une conférence de presse devant la CTG. Ce matin, ils se sont dit satisfaits sur certains points de revendication, mais la nuit de négociation avec l'autorité n'a finalement pas été fructueuse puisqu'un maintien du blocage a été annoncé cet après-midi. Écoutez plutôt les précisions recueillies par Kerwin Alcide. Nous sommes sur des blocages illimités, parce qu'aujourd'hui nous avons obtenu d'une certaine façon la signature de 2 documents, la programmation pluriannuelle de l'énergie par rapport donc à l'électricité et également la signature d'un ajout au pacte d'avenir qui devrait bientôt être signé. Donc ces éléments-là sont des avancées importante pour la Guyane, notamment qui permet d'équilibrer le budget de la collectivité territoriale de Guyane. Mais en tout cas, en aucun cas, c'est ce que l'on demande
pour développer la Guyane. C'est largement insuffisant. On demande évidemment d'aller beaucoup plus loin. On demande à ce qu'on ait les moyens de financer un plan de développement pour la Guyane, mais un véritable plan de développement qui permette de couvrir le court, le moyen et le long terme. Le pacte d'avenir n'était finalement, déjà dans la première version, n'était qu'une mise à niveau de certaines infrastructures qui a été établie sans concertation véritable avec les socioprofessionnels et l'ensemble des Guyanais, et qui n'est pas un plan de développement. Il nous faut aller beaucoup plus loin pour qu'enfin la Guyane puisse décoller. Bon, les jours à venir, certainement très fatigants parce qu'il va falloir bloquer de façon illimitée et que ça c'est un gros travail. On va entrer en négociation, on va demander aux élus et travailler avec les élus locaux pour qu'on puisse avancer davantage vis-à-vis de l'État et on va mettre en place, je pense, des séquences de travail pour qu'on avance dans la continuité, dans la certitude. Il y en a marre, franchement, il y en a marre de faire des trucs et tous les ans il faut recommencer, ainsi de suite. Là, je crois qu'on est parti pour un travail de fond. La signature de documents qui, encore une fois, permet à la collectivité territoriale de Guyane d'avoir un budget. Il y a 2 jours, il manquait 100 millions, maintenant il y a presque 50 millions de plus. Donc on a réussi à vraiment avancer en utilisant cette méthode sans l'avoir. Les élus locaux doivent prendre conscience de la tâche à accomplir et c'est notre relais vis-à-vis de l'État, c'est aux élus de se prendre en main, c'est aux côtés des professionnels. On a vu là, au travers de ces 2 jours, à peine 2 jours, que unis les socioprofessionnels, en étant juste derrière les élus de la CTG, ont permis des avancées énormes. La FRBTP soutient le projet de la Montagne d'Or. Elle l'a fait savoir aujourd'hui. La fédération y voit une aubaine pour l'emploi en Guyane et une opportunité de chantier impliquant les professionnels locaux. Le président de la FRBTP y voit des bâtiments et de travaux publics qui permettront de développer la Guyane. On l'écoute. Considérant la situation du BTP en pleine crise aujourd'hui, on ne voit pas le bout du tunnel avant quelques mois. Très important pour la fédération de rencontrer des gros investisseurs comme ça pour être plus près de l'information, pour se rendre compte des retombées et peut-être apporter notre lumière aussi sur un accompagnement et d'être vigilant sur les retombées pour les entreprises du BTP. Très très important et de savoir à quel niveau, comment avance le projet, à quel niveau il est. De construction pour nous entrepreneurs, c'est important parce que beaucoup de chiffres sont annoncés sur quelques millions. Mais il est important pour nous, FRBTP, de connaître combien de tous ces chiffres annoncés reviendront en termes de travaux pour les entreprises guyanaises. Nous apportons un soutien solennellement à ce projet. Il est clair que la Guyane a besoin d'un tel projet, surtout le BTP. Aujourd'hui, on est en crise, tout le monde le voit. Il y a un peu plus de 670 millions de retombées pour la Guyane, donc c'était vraiment de connaître cette part. Pour le BTP, ça ne veut pas dire que tout, parce que quand on entend les chiffres, on va peut-être penser que tout est pour le BTP. Ben non, c'est cette part qui est importante pour nous. On sait que par exemple pour construire la ligne électrique, c'est 41 millions. Ça c'est déjà prévu, chiffré. Et donc sur les autres, on est en train de nous le présenter actuellement. Je suis invité par le FRBTP pour faire une présentation du projet. C'est certain de leur part, il y a un intérêt majeur. Il y a un investissement d'environ au-dessus de 400 millions d'euros en investissement initial pour la construction des sites. Et donc, les BTP locaux sont très intéressés à savoir quelle portion de ça va être sous-traitée localement. Je ne crois pas qu'il y ait de séduction à faire quand il y a un investissement aussi substantiel, disons, sur la construction d'un site industriel. C'est certain que les BTP locaux sont intéressés. Le projet de la Montagne d'Or suscite aussi de profondes inquiétudes, notamment chez les défenseurs de la nature. Mercredi soir, le collectif Hors de Question a tenu une conférence publique pour souligner les dangers de l'implantation d'une telle industrie minière en Guyane. Plus d'une centaine de personnes étaient rassemblées à l'Eldorado, place des Palmistes. Jonathan Lariou a suivi les échanges. Nous allons mourir, nous n'allons rien laisser pour nos enfants. Ce constat est un des nombreux avis émis lors de la conférence débat organisée par le collectif Hors de Question jeudi dernier. Après 2 heures d'exposé sur les aspects négatifs de la mise en place d'une mine industrielle d'exploitation aurifère, les avis sont unanimes. Ne serait-ce que l'intervention justement de la représentante des populations autochtones, c'est une négation justement de ces droits, ce respect à ces peuples justement de pouvoir s'exprimer. Je pense d'abord aux enfants qui arrivent, pas seulement le mien, mais les enfants de demain. Est-ce qu'ils verront l'or? Est-ce qu'ils auront la chance de connaître la vraie valeur de la vie? Composé de 28 associations et défenseurs de l'environnement, le collectif Hors de Question pointe du doigt plusieurs points alarmants. L'impact financier, environnemental, sanitaire,
en passant par la non-consultation du peuple guyanais. Autant d'aspects que la compagnie laisse dans le flou, mais pour lesquels le collectif déclenche la sonnette d'alarme. Il y a beaucoup de promesses, mais le chiffre à retenir, c'est 2%. C'est 2% qui, selon le Code général des impôts, sont rétrocédés à la Guyane en taxes minières. Ils tablent sur une exploitation de 100 à 150 tonnes d'or, à un coût moyen de 35 000 € le kilo. Donc au final, avec les 2%, la Guyane va à peine retenir 70 millions sur ce projet, contre plus de 3 milliards pour la multinationale. Cette conférence est une première manifestation de ce type pour le collectif. D'autres seront organisées, mais pour la population présente durant cette soirée, il devrait se montrer plus virulent. Le maire de Roura est candidat aux législatives. David Richy espère succéder à Gabriel Serville dans la première circonscription. Le président de l'association des maires se dit touché par les difficultés que traverse la Guyane et prêt à défendre les intérêts du territoire. Il précise sa pensée au micro de Jonathan Lariot. J'aurais pu rester tranquillement dans mon fauteuil de maire, président des maires. Mais aujourd'hui, on voit bien que le pays va mal, sur tous les plans, sur la santé, sur le logement, sur une immigration qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc je fais le choix, moi, d'aller à la députation, parce qu'aujourd'hui, je comprends bien que tout se passe à Paris, malheureusement, mais tout se passe à Paris. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une voix forte pour la Guyane, il faut engager. En tous les cas, c'est le style que j'ai adopté pour l'association des maires, avec des prises de position parfois dures, mais il faut être dur aujourd'hui en Guyane pour se faire entendre. Mais je ne reste que président d'une association des maires, loi 1901. Moi, je ne suis pas parlementaire, et sincèrement, je veux être celui qui, à l'Assemblée nationale, fera entendre la voix de la Guyane, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est pas entendu. Et on voit bien juste qu'hier, grâce à la rue, eh bien, Ségolène Royal a pris son téléphone et a appelé François Hollande devant nous. J'y étais. Et 2 minutes après, on entend que le pacte d'avenir serait relancé et aboutirait. Si on souhaite avoir un député calme, sobre et dans la droite ligne de ce qui a toujours été, alors qu'on ne vote surtout pas pour moi, je serai plutôt un homme de conviction, et je le ferai connaître, en tous les cas à l'Assemblée nationale, dans les ministères où je me ferai l'écho de la Guyane, où elle se fera respecter. Parce qu'aujourd'hui, il faut être engagé, en tous les cas c'est le sens que je donne à mon action, et engagé car je suis chauvin pour ma Guyane, et je défendrai mon pays sur Paris. Allez, toute autre chose, du sport pour finir ce journal. Elle a remporté dimanche dernier le titre de championne de golf pour la 2e année consécutive à Saint-François. Kenya Oyufat a tout d'une grande championne, âgée d'à peine 17 ans. Elle a quitté sa Guyane natale pour vivre son rêve en Guadeloupe. Linda Kayarsi l'a rencontrée pour nous. Cet après-midi, nouvel entraînement pour Kenya au club de golf des Abîmes. La jeune golfeuse, originaire de Guyane, a décidé d'engranger de l'expérience dans la discipline en Guadeloupe depuis 1 an et demi. Moi j'ai commencé le golf à l'âge de 6 ans. C'est ma mère qui m'a mis au golf pour la concentration à l'école, ça sert beaucoup dans la vie de tous les jours. Puis après j'ai été repérée à Aix-les-Bains en seconde pour faire chemin de France par équipe. Et une fois là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de niveau golf et que comparé à ce que je proposais au niveau golfique, je rentrais pas dans les critères de toutes les autres joueuses. J'ai eu ce déclic et j'ai pris la décision de venir en Guadeloupe. J'ai pas été en France parce que j'estimais que j'avais pas assez de niveau en France, et la Guadeloupe c'était en plus pas très loin de chez moi vu que je viens de Guyane, et ça me permettait de rester en contact avec ma mère, ma famille et mes amis en étant proche, quoi. En même temps que ses études d'économie et sociale, elle enchaîne les compétitions. Du haut de ses 17 ans, elle a remporté récemment le championnat de Guadeloupe de golf. J'ai pas mal joué lors de ce tournoi, j'ai eu une bonne partie très agréable. En plus j'ai baissé mon index parce que mon objectif premier c'est baisser l'index quand même avant de rentrer en août en France. Du coup j'étais super contente, et là je suis dans une bonne partie du golf où j'ai de bonnes sensations et des bons scores, du coup tout va bien. Alors mes projets c'est avoir le bac mention bien, avoir le permis, et puis ensuite pour rentrer en Guyane, revoir tout le monde, et ensuite commencer mes études, faire un sport-études golf au CESNI, donc je serai en DUT technique de commercialisation sur 3 ans. Et je m'entraînerai du coup au golf d'Aix-les-Bains, donc les retrouvailles, et je m'entraînerai là-bas avec François Gillot, le coach de là-bas. L'objectif de Kenya, passer professionnelle d'ici 3 ans. Pour y parvenir, elle peut compter sur son entraîneur. D'abord, elle a commencé par travailler la patience. Après, on a misé sur l'indulgence à l'entraînement, et en même temps l'exigence. Alors ce que j'entends par indulgence et exigence, c'est quand je viens m'entraîner, je dois accepter de louper des coups puisque je suis là pour m'entraîner. Ça, c'est l'indulgence. L'exigence, c'est tant que je n'ai pas atteint
l'objectif de séance que je m'étais fixé. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais je reste toujours sur un même et unique objectif par séance d'entraînement. Elle a franchi beaucoup d'étapes, elle a franchi beaucoup de paliers. Ça, c'est intéressant. Elle en a encore quelques-uns et encore pas mal même à franchir, mais elle est vraiment sur la bonne voie, oui, ça c'est sûr. En attendant, la golfeuse continue à s'entraîner pour préparer les prochains championnats et étoffer ainsi son palmarès. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec cet incident diplomatique au 5e jour de la Convention de Carthagène. Des membres du collectif des 500 frères ont interrompu les travaux pour interpeller la ministre Ségolène Royal. De nombreux représentants des pays participants choqués se sont empressés de quitter la Guyane. La plupart des détenus de la prison de Remire-Montjoly sont étrangers. Un constat qui a poussé les 500 frères contre la délinquance et trop de violence à manifester un peu plus tôt ce matin devant plusieurs consulats pour réclamer une révision des accords d'extradition des criminels. Et puis nous avons rencontré Kenya Ouyoufat ce soir. La jeune Guyanaise évolue en Guadeloupe dans le domaine du golf. Elle a même été sacrée championne de l'archipel pour la 2e année consécutive. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le journal de TF1, ce sera juste après votre météo. Très bonne soirée à vous, bon week-end et à lundi.